Open Play Studio, le football autrement. En 2026, Sacha Tavolieri cumule une centaine de milliers d'abonnés sur X, comme plusieurs autres influenceurs, sur les réseaux sociaux. Il annonce des transferts avant les autres médias. Il est cité par des journalistes de renom, et pourtant, il ne travaille pour aucune rédaction. Il n'a pas de carte de presse, mais est-il réellement journaliste ? Bienvenue dans l'ère du journaliste influenceur. Je m'appelle Kevin Kabango, étudiant en journalisme 360 à la Haute École de Liège, et dans le cadre de mon TFE, j'ai voulu comprendre comment les professionnels du secteur médiatique belge vivent et analysent cette transformation. C'est donc dans cette optique que nous avons réalisé 4 épisodes de la série de l'ère du journaliste influenceur, disponible en intégralité sur openplaystudio.com et sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans ce format inédit OpenPlay Studio Plus, nous avons choisi de réunir ces 4 voix en un seul épisode. Un format pensé pour croiser les regards, confronter les expériences, tisser ensemble une réflexion commune sur les mutations d'un métier en pleine transformation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissons-leur la parole pour se présenter. Notre première intervenante, Muriel Hanot. Muriel Hanot, je suis la secrétaire générale du Conseil de déontologie journalistique. C'est l'instance d'autorégulation des journalistes et des médias d'information en Belgique francophone et germanophone. Instance d'autorégulation, c'est-à-dire qu'on définit, on pose les règles en matière de déontologie, on informe le public et les journalistes sur ces règles-là et on veille au respect des règles. Le travail du secrétariat général, de la secrétaire générale, c'est de à la fois préparer, recevoir les plaintes, y répondre dans un premier temps et préparer les dossiers de plaintes qui vont au fond pour le conseil de déontologie. C'est également veiller à toute l'organisation du conseil. Donc en fait, le secrétariat général gère l'association qui chapeaute le conseil de déontologie. Et donc c'est assure tout le travail de gestion financière, administrative, d'une ASBL classique en fait. Voilà, c'est les 2 aspects. Ensuite, notre second intervenant, Benoît Delauteur. Alors, je suis Benoît Delauteur, je suis chef sport à la RTBF depuis 2021. Notre troisième intervenant, Kevin Sauvage. Donc moi c'est Kevin Sauvage, j'ai 39 ans, je suis revenu à Sud Info depuis mars 2024, après avoir passé plus de 14 ans du côté de l'ADH. Il faut savoir que j'ai commencé mon parcours journalistique du côté de la Meuse-Liège, Sud Info. Ça s'appelait encore Sud Presse à l'époque. J'ai été appelé par la dernière heure Les Sports pour suivre le Standard. Et puis voilà, depuis 2010, je n'arrête plus de suivre le Standard. C'est vraiment devenu mon quotidien. Au niveau du parcours scolaire, moi je suis issu des humanités à Liège, à l'école de Liège, qu'on appelle la Télé Royale. Et puis par la suite, il y a eu... désolé, j'ai reçu un message, je dois le regarder. Ok, pas de souci. Par la suite, j'ai été à la Haute École de la province de Liège pendant 3 ans, où j'ai eu l'occasion de faire des stages en première année, deuxième année, troisième année. C'est surtout ça qui m'a permis d'avoir le pied à l'étrier et d'entrer dans le métier ici à la Meuse-Liège, puisque c'est là que j'ai fait mon stage de dernière année et que j'ai pu continuer par la suite, vu que ça s'était bien passé. Et notre dernière intervenante, Christine Schrader. Ça fait 28 ans que j'exerce ce métier de journaliste sport. Pour partir dès l'origine, je me suis passionnée, je me suis prise de passion pour le football à l'âge de 10 ans. J'ai été au stade, j'ai été conquise et certainement par toutes les émotions aussi qu'on vit à travers le sport. Et à partir de ce stage-là, assez rapidement, j'ai eu envie d'en faire mon métier. Je n'identifiais pas exactement ce que je voulais faire dans le métier, mais certainement l'envie de pouvoir parler de football.
et d'en discuter. Et puis de fil en aiguille, les résultats en foot, les résultats de la Belgique m'ont donné encore plus d'intérêt pour ça. Et aussi, je regardais quand même, j'ai toujours beaucoup regardé la télévision. Je suis une adolescente des années 80, donc quand même la télévision était en pleine expansion à ce moment-là. Il y avait de plus en plus de programmes, mais quand même pas autant de sport qu'il y en a aujourd'hui. Et donc à partir de là, pour pouvoir faire de ma passion mon métier, j'ai réfléchi aux études. Et les études n'avaient pas tous ces embranchements et développements actuels. Et donc en matière d'études strictement communication, journalisme, il n'y avait pas encore autant de développement, on n'en parlait pas autant. Et j'ai pris l'option de faire philo-romane, donc des études de lettres, avant d'ensuite faire un diplôme complémentaire en journalisme, qui était une passerelle accessible à l'UC Louvain. Et après, dans le cadre de ce diplôme, j'ai fait un stage à RTBF Sport, avec Michel Lecomte comme maître de stage, ce qui aura une incidence sur la suite de ma carrière parce qu'on est toujours resté en contact, d'où le fait qu'aujourd'hui je collabore depuis de nombreuses années sur différents programmes de la RTBF. Mais donc voilà, c'est vraiment une petite fille passionnée qui découvre le football et qui en rêve, rêve d'en faire son métier, et puis l'intérêt développé aussi pour le jeu en lui-même aussi. Dès que j'ai commencé à travailler, ça a encore pris une autre dimension. Ça a été fort le foot, mais de base aussi, ça aurait pu être d'autres sports. J'en ai couvert d'autres, mais j'aime ça globalement. Et comme je le disais, surtout pour la chance qu'on a de vivre toutes ces émotions. Après, il faut en faire pour les aborder. C'est sans doute le thème de ton travail aussi, comme une journaliste, et pas comme juste une passionnée qui regarde du sport. Mais qui est encore journaliste en 2026 ? Première question, et pas des moindres. Qu'est-ce qu'être journaliste en 2026 ? La définition semble évidente, et pourtant, à l'heure actuelle, n'importe qui peut publier une information à des milliers d'internautes depuis son téléphone. La frontière est de moins en moins évidente. Nos 4 intervenants ont chacun une vision différente de cette question, et leur réponse révèle à quel point le métier est en train de se redéfinir. Le contexte actuel des réseaux sociaux, les journalistes adoptent de plus en plus des codes d'influence par rapport au ton personnel, l'humour. Selon vous, la CDJ, où est-ce qu'elle se situe par rapport à ce code déontologique entre ses pratiques de communication et ses principes fondamentaux de la profession ? Alors, pour nous, il n'y a pas de différence. En fait, le style, le ton journalistique, ce sont des libertés rédactionnelles. Et donc, de tout temps, les journalistes ont adopté des styles d'écriture, des styles de mise en scène, des styles d'expression. Et donc, ce n'est pas parce qu'un style évolue ou qu'un média permet de s'exprimer autrement que la déontologie s'arrête. Et donc, on reste dans le cadre déontologique. Le style et le ton sont libres dans le respect de la déontologie. C'est comme ça que bien souvent, si on a une plainte sur le style qu'on peut utiliser, on va plutôt regarder si le style utilisé ne permet pas la clarification de l'information. Donc c'est un style qui est complètement gratuit, qui attaque pour attaquer, qui atteint la personne, qui ne respecte pas la vérité ou qui déforme les propos. À ce moment-là, ça devient fautif. Par contre, si c'est un effet de style pur, on ne va pas entrer. Ça relève de la liberté. Donc un ton, ça peut être acerbe, ça peut être humoristique, ça peut être voilà. La liberté d'expression journalistique, elle est là. Et le code de déontologie ne l'empêche pas, il le protège même, je dirais. Le seul élément, c'est qu'en utilisant ces artifices de langage, pour parler autrement, le journaliste ou la journaliste ne peuvent pas agir contrairement aux règles principales qui sont les 4 axes du code. C'est respecter la vérité, respecter les personnes, ça ce sont les 2 éléments, et ensuite c'est garder l'indépendance et être loyal. Et donc on a adopté une décision dans le courant de l'année, je ne sais plus quand exactement, qui concernait une séquence vidéo qui avait été réalisée dans le cadre des élections sur la télévision locale Bouquet.
C'était une vidéo sur les élections qui était destinée aux jeunes essentiellement. Et ça avait été diffusé sur les réseaux sociaux et il y a un bourgmestre, le bourgmestre d'Andenne, a attaqué la séquence, notamment à cause du ton utilisé, où on le comparait notamment avec les mises en scène propres à ces séquences courtes des réseaux sociaux, où on comparait le bourgmestre au parrain, etc. Donc voilà, donc toute la question a porté sur est-ce que la mise en scène, est-ce que l'utilisation du langage propre aux réseaux sociaux était une scénarisation au service de l'information ou non. Et donc, la conclusion était oui, c'est au service de l'information. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça porte atteinte aux droits de la personne? Est-ce que la journaliste pouvait qualifier le bourgmestre de parrain? Et en l'occurrence, on a reconnu que dans les circonstances, oui, parce que le bourgmestre s'était lui-même comparé au parrain, au film Le Parrain dans une précédente interview. Donc voilà, donc on voit bien que ce qui est en jeu, ce n'est pas le ton, c'est le respect de la vérité, le respect des droits des personnes, des principes de déontologie. J'ai donc voulu aller encore plus loin avec Kevin Sauvage. Je lui ai posé la question si lui aussi adoptait les codes de l'influenceur comme certains journalistes sur les réseaux sociaux. Par rapport à dans le vestiaire, vous jonglez entre travail écrit et votre rôle de chroniqueur dans le vestiaire chez RTL, où on attend de vous un avis qui est assez tranché. Est-ce que cette exposition télévisuelle vous pousse à développer votre propre marque personnelle, notamment via les réseaux sociaux, à l'image de certains influenceurs? Alors non, pas du tout. Moi, je suis encore très émerveillé, je vais dire, par les réactions que peuvent susciter cette exposition médiatique, télévisuelle, parce que j'y suis pas habitué du tout et c'était pas la recherche. Moi, on m'a soumis ce projet-là quand je suis revenu à Sudinfo, en me disant qu'on aimerait bien que j'y participe. J'ai sauté dans le bateau parce que je me suis dit que c'était une corde supplémentaire à mon arc et que c'est toujours sympathique de découvrir d'autres choses parce que ça nous ouvre des portes aussi fatalement. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc non, moi je ne suis pas du tout dans l'optique de développer une marque. Mais ma marque, c'est mon employeur. C'est pas Kevin Sauvage. Une marque, c'est pas. Moi, je suis l'employé de Sudinfo, tout comme j'étais l'employé de la dernière heure les sports avant. Et mon but, c'est de faire rayonner cette marque-là. Donc, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est que le fan du Standard se dise, OK, pour avoir les bonnes infos sur le Standard, pour avoir les bons contenus, pour avoir les bonnes analyses, c'est sur Sudinfo que je dois aller. Pas forcément, c'est Kevin Sauvage que je dois voir. Donc voilà, je ne vais pas dans le vestiaire pour développer cette marque, mais justement pour représenter mon employeur, sachant qu'évidemment RTL fait partie aussi du groupe Rossel qui détient Sudinfo, quoi. Et donc, dans ce même mouvement, comment réagit votre employeur ou le conseil de déontologie journalistique face aux situations où la frontière entre journaliste qui rapporte de l'information et le chroniqueur qui fait, entre guillemets, le show devient floue? Y a-t-il des garde-fous qui imposent une sorte de jugement par rapport à ça? Alors, le garde-fou, c'est moi-même. Je suis pas chroniqueur, je suis journaliste. Et à chaque fois, je suis présenté comme journaliste à l'émission. Donc moi, j'apporte mon regard analytique. Et effectivement, le show, c'est le bon mot pour faire dans cette émission-là, parce que certains sont là pour ça, sont là pour amener le débat. Je pense à Marc notamment, qui fait ça très très bien. C'est un métier. Moi, je peux pas faire ça. C'est pas mon core business, c'est pas mon tempérament. Moi, je suis là en qualité de journaliste. Alors évidemment, on s'amuse. C'est toujours chouette de faire cette émission-là. Mais moi, je suis journaliste, donc je reste dans mon rôle. Je suis toujours dans mon rôle, donc je suis pas soumis à un garde-fou quel qu'il soit. Si quand bien même je devais à sortir de ce rôle-là, nul ne doute que mon employeur me rappellerait à l'ordre le plus rapidement possible, mais je m'impose déjà cette discipline moi-même de ne pas tomber dans la caricature ou quoi ou autre, parce que encore une fois, je représente mon employeur qui est Sudinfo, donc j'y vais en qualité de journaliste. Mais c'est vrai que je comprends parfaitement la question, parce qu'aujourd'hui la frontière est énorme, surtout quand on regarde, en parlant de frontière, de l'autre côté de la frontière en France, où là on est même parti pris pour certaines causes. Ici, voilà, je pense qu'on reste encore dans le cadre de l'objectivité, quoi qu'il arrive. J'ai alors posé une question du même style à Christine Schrader.
vous travaillez aujourd'hui sur plusieurs médias, DAZN, la RTBF, Play Sports, en étant présent sur autant de plateformes et avec un format différent. Est-ce que vous, Christine Schrader, n'êtes pas devenue une marque éditoriale à part entière, proche de ce que construisent, entre guillemets, les influenceurs, les créateurs de contenu? Mais c'est trop d'honneur, là, Kevin. Alors, ben, je ne pense pas, parce que si c'était le cas, j'aurais ma marque. Ma marque existerait. Des petits magazines et tout. Tu connais Martha Stewart, qui a créé un empire. C'est une Américaine qui a créé un empire à partir de la télé, après une déclinaison en magazine, en produits, parce qu'elle parlait de lifestyle et donc de produits ménagers, ou d'ameublement et tout. Mais donc, non, je n'ai pas ma marque. Je pense que si je dois témoigner moi-même de qui je suis et représente aujourd'hui dans les médias, clairement, j'ai ouvert une voie en ne me posant pas de questions en 1997 quand j'ai terminé mes études, en ne me posant pas la question de est-ce que c'est possible ou pas de faire ce métier en tant que femme. Je suis un être humain qui aime le foot et il n'y avait pas de raison pour moi que je ne puisse pas continuer à en parler dans un monde essentiellement composé d'hommes, puisque depuis toute petite, je parlais de football avec les garçons. Et ça, de fait, et c'est ce qui m'a été témoigné souvent, c'est que voilà, ça a créé un précédent pour la suite. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui crée certainement le fait que les jeunes femmes, les jeunes étudiantes puissent réaliser aussi ce rêve, parce que c'en est un, parce que c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Tout le monde. On sait qu'il y a du monde qui rêve de faire ce métier. C'est aussi parce qu'il y a eu un mouvement de société qui a dit ok, il faut quand même donner un peu plus d'opportunités et avoir un peu plus d'ouverture. Et donc accepter aussi que les femmes aient le droit, parce que c'est aussi platement et basiquement qu'il faut le dire, qu'une femme ait le droit de parler en public de football. Et si on fait une grande transversale, une jolie transversale comme en foot sur un passe de Kevin De Bruyne, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, ouais. Ça reste compliqué. Un milieu qui est très fort fermé, quoi. Oui, et puis c'est un monde où les hommes ont envie de décider ce que les femmes peuvent exactement faire ou pas. Eux, ils ont le droit de tout faire, mais les femmes, il faut un peu cadrer ce qu'elles peuvent dire ou pas. Et quand tu prends un talk show comme La Tribune, je l'ai encore vécu hier, c'est pour ça, c'est tout frais, c'est tout chaud. Ça reste, et je n'en veux à personne, ce sont des réflexes et des habitudes qui mettront encore un petit peu de temps à bouger. Alors on a bien avancé, certes, mais ça doit encore bouger. Mais je pense que c'est un problème de société beaucoup plus large et parce que j'ai l'envie de défendre la cause des femmes, mais sans tomber dans les excès, parce que c'est jamais bon les excès ni les extrêmes. Parfois, justement, ce qui s'est passé avec les revendications féminines, qui étaient absolument nécessaires, a mis dans la tête de certains une forme de il faut qu'on se resserre entre nous, parce qu'attention, elles sont là, elles débarquent et elles vont essayer de nous sortir du jeu. C'est pas le cas, mais ça, qu'est-ce que tu veux, c'est un débat encore beaucoup plus large que les propos de ton travail. La question de la frontière entre journalistes et influenceurs ne se pose pas seulement dans les salles de rédaction. Elle se pose aussi, et peut-être surtout, sur le terrain. Car derrière les badges de vérification et les millions d'abonnés qu'ils peuvent avoir, il y a une autre réalité. Celle de la pression, des partenariats commerciaux et de la tentation de ne pas confondre information et influence. Nos 4 intervenants ont des choses précises à dire là-dessus. L'indépendance sous la pression. Être journaliste, et surtout journaliste sportif, c'est aussi savoir résister. Résister aux pressions des clubs, des agents, des sponsors. Résister à la tentation du partenariat facile et de la publication sponsorisée et des voyages offerts.
Dans le monde du football, ces pressions sont intenses. Elles touchent aussi bien les journalistes institutionnels que les acteurs indépendants. Comment est-ce que nos 4 intervenants gèrent-ils cette réalité au quotidien? Entrons directement dans le vif du sujet avec Kevin Sauvage. Vous couvrez le Standard de Liège au quotidien, ce qui implique des relations assez régulières avec le club, ses dirigeants, ses joueurs. Comment gérez-vous cette proximité avec vos sources sans compromettre cette indépendance journalistique? Y a-t-il des situations où vous avez dû choisir entre maintenir un accès privilégié ou publier une information sensible? C'est vrai que la ligne est toujours mince, évidemment, surtout quand on est dans c'est un métier de niche, j'ai envie de dire. C'est très particulier, de suiveur de club. Je crois que c'est pour tous les suiveurs de club au monde. Moi, j'ai vu passer énormément de joueurs, énormément d'entraîneurs, énormément de directions. Alors, on doit évidemment créer des liens avec toutes ces personnes parce qu'on travaille on est amené à travailler avec elles indépendamment. Donc, il faut créer effectivement des connexions, mais ça doit rester dans l'objectivité la plus totale. On peut avoir évidemment des relations plus poussées avec certaines personnes, où on s'entend mieux avec des joueurs ou avec des coachs. C'est humain, ça fait partie de l'être humain évidemment, mais moi personnellement, je me suis jamais refusé d'écrire quoi que ce soit sous prétexte que je m'entendais bien avec un dirigeant ou pas. La censure, il y en a qui ont essayé de l'exercer, ça c'est vrai, mais c'est pas possible. Moi, dans ma conception, j'en ai vu dans mon métier, pas pour moi ni pour mes employeurs, mais ailleurs. Et ça, c'est une ligne qu'il faut jamais franchir. C'est vrai qu'on est amené à être fort assimilé. Moi, je sais que je suis fort assimilé, évidemment, au Standard, et que on a des détracteurs comme partout, évidemment. Mais c'est logique, c'est le jeu, c'est comme un joueur de foot. Il peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, j'essaie toujours de faire le travail dans la plus grande objectivité possible. Et pour ma part, je ne me refuse pas à publier une information si elle est négative envers une personne ou l'institution, parce que Dieu sait que ça a été assez négatif ces dernières années du côté du Standard. Donc, si on avait dû embellir les choses à chaque fois, je crois qu'on n'aurait plus aucune crédibilité. J'ai alors demandé à Benoît Delauteur comment est-ce que ça fonctionnait chez la RTBF. Quelle est la politique de la RTBF pour s'assurer que ces journalistes respectent les règles de vérification avant de publier les informations sur les réseaux? Mais là, c'est lié à notre valeur de fiabilité. On est très clairement en devoir de se montrer fiable à tout moment. Là encore, on transige pas là-dessus. C'est aussi pour ça que, selon la dernière étude de l'Oxford Reuters Institute, on est le média qui recueille le plus de confiance en Belgique francophone. Et la rédaction sportive fait partie de l'Infosport, et à ce titre, on se doit d'être fiable et donc de vérifier les informations avant de les publier. C'est dans la même optique que lors de l'épisode avec Christine Schrader, je lui ai posé 2 questions par rapport à son image personnelle. Vous travaillez aujourd'hui sur plusieurs médias, DAZN, la RTBF, Play Sports, en étant présent sur autant de plateformes et avec un format différent. Est-ce que vous, Christine Schrader, n'êtes pas devenue une marque éditoriale à part entière, proche de ce que construisent entre guillemets les influenceurs, les créateurs de contenu? Mais c'est trop d'honneur là, Kevin. Alors, je ne pense pas, parce que si c'était le cas, j'aurais ma marque. Ma marque existerait. Des petits magazines et tout. Tu connais Martha Stewart, qui a créé un empire. C'est une Américaine qui a créé un empire à partir de la télé, après une déclinaison en magazine, en produits, parce qu'elle parlait de lifestyle et donc de produits ménagers, ou d'ameublement et tout. Mais donc, non, je n'ai pas ma marque. Je pense que si je dois témoigner moi-même de qui je suis et représente aujourd'hui dans les médias, clairement, j'ai ouvert une voie en ne me posant pas de questions en 1997 quand j'ai terminé mes études, en ne me posant pas la question de est-ce que c'est possible ou pas de faire ce métier en tant que femme.
je suis un être humain qui aime le foot et il n'y avait pas de raison pour moi que je ne puisse pas continuer à en parler dans un monde essentiellement composé d'hommes, puisque depuis toute petite, je parlais de football avec les garçons. Et ça, de fait, et c'est ce qui m'a été témoigné souvent, c'est que voilà, ça a créé un précédent pour la suite. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui crée certainement le fait que les jeunes femmes, les jeunes étudiantes puissent réaliser aussi ce rêve, parce que c'en est un, parce que c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Tout le monde. On sait qu'il y a du monde qui rêve de faire ce métier. Ben, c'est aussi parce qu'il y a eu un mouvement de société qui a dit ok, il faut quand même donner un peu plus d'opportunités et avoir un peu plus d'ouverture. Et donc accepter aussi que les femmes aient le droit, parce que c'est aussi platement et basiquement qu'il faut le dire, hein, qu'une femme ait le droit de parler en public de football. Et si on fait une grande transversale, une jolie transversale comme en foot sur un passe de Kevin De Bruyne, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, ouais. Ça reste compliqué. Un milieu qui est très fort fermé, quoi. Oui, et puis c'est un monde où les hommes ont envie de décider ce que les femmes peuvent exactement faire ou pas. Eux, ils ont le droit de tout faire, mais les femmes, il faut un peu cadrer ce qu'elles peuvent dire ou pas. Et quand tu prends un talk show comme La Tribune, ben, je l'ai encore vécu hier, c'est pour ça, c'est tout frais, c'est tout chaud. Ça reste, et je n'en veux à personne, ce sont des réflexes et des habitudes qui mettront encore un petit peu de temps à bouger. Alors, on a bien avancé, certes, mais ça doit encore bouger. Mais je pense que c'est un problème de société beaucoup plus large et parce que j'ai l'envie de défendre la cause des femmes, mais sans tomber dans les excès, parce que c'est jamais bon, les excès ni les extrêmes. Parfois, justement, ce qui s'est passé avec les revendications féminines, qui étaient absolument nécessaires, a mis dans la tête de certains une forme de il faut qu'on se resserre entre nous, parce qu'attention, elles sont là, elles débarquent et elles vont essayer de nous sortir du jeu. C'est pas le cas, mais ça, qu'est-ce que tu veux, c'est un débat encore beaucoup plus large que les propos de ton travail. Ouais. Mais ça reste intéressant. Prochaine question. Gérer soi-même sa carrière et son image implique une exposition personnelle assez importante. Est-ce que cela vous rend plus vigilante sur ce que vous publiez sur les réseaux sociaux? Avez-vous déjà eu des auto-censures ou des censures ou regretté une prise de position en public? Non, parce que même si ça m'a amusé de publier tout un temps sur Twitter, et je dis à dessein Twitter parce que depuis que c'est devenu X, ben, je ne publie plus, et pour toutes les raisons qu'on connaît. J'y passe de temps en temps, mais très rarement. Ça me permettait justement de lâcher un peu prise par rapport au cadre de la télé pour moi et de donner un peu plus un avis plus libre, mais toujours dans la mesure. Et je pense que c'est une question aussi de personnalité. Moi, mon intérêt n'est pas de... C'est facile de faire le buzz. C'est facile de faire le buzz en tenant des propos déplacés ou choquants. On sait comment ça fonctionne aujourd'hui. Et de fait, j'ai des codes de déontologie à respecter parce que je suis avant tout journaliste, mais même, je n'ai pas envie de parler comme ça. Et si je le fais, c'est vraiment dans un cadre très proche et très privé, à pouvoir dire certaines choses, mais en fait, c'est un autre métier aussi, et c'est le thème que tu abordes. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est pour ça que j'ai voulu parler avec Muriel Hanot du conflit d'intérêts. Football réalise sur son compte personnel une publication sponsorisée pour un site de paris sportif. Est-ce que le CDJ considère que cela constitue un conflit d'intérêts et est-ce que ça remet en cause son indépendance? Alors, toute question déontologique est une question en contexte. Et donc, je ne vais pas vous dire que c'est une faute ou pas une faute. Il faut pour ça qu'on ait une plainte, qu'on regarde le contenu, qu'on regarde ce qui s'est passé, qu'on demande l'avis du journaliste sur ce qu'il a fait.
pour qu'on puisse bien identifier les choses. Mais c'est clair qu'il y a une espèce de, il y a une collusion d'intérêts qui sont pas clairs, qui n'est pas claire. Donc effectivement, si un journaliste sportif ou une journaliste sportive a une page ou un compte ou un blog sportif et que on voit apparaître sur ce fil, sur le fil, une publicité pour un site de paris sportif, la question de confusion peut s'installer. La question, ce n'est pas nécessairement que il est lui-même l'auteur parce que parfois les publicités sont générées automatiquement et donc la question se pose de qui est l'auteur, mais le fait est que l'on donne de la crédibilité à ces messages et donc il existe des règles en termes de distinction sur le fait est-ce qu'on doit et c'est pour ça que je dis c'est une question qui se pose et donc je n'ai pas une réponse oui non. Il faudra voir si dans le flux on est sur un compte qui est uniquement avec des informations et que de temps en temps on voit ces éléments de paris sportifs apparaître, de publicité pour paris sportifs apparaître, et alors se pose la question du lien entre le journaliste, ses contenus sportifs et les paris et la publicité, ou si on a d'autres publicités, de voir comment ça s'installe, comment la distinction s'installe entre les flux, comment finalement le journaliste lui-même gère cette question-là. Et donc, c'est difficile d'y répondre a priori. Je vais prendre un exemple qui ne tient pas au paris sportif, mais qui porte sur... c'était un article en ligne sur le site de l'avenir.be. C'était un article qui concernait les performances, le top 3 des performances, des meilleures performances des fournisseurs d'accès Internet. Et il se fait que voilà, l'article est créé, ça met en avant que le meilleur fournisseur, c'est vous. Et la génération de publicité automatique fait qu'à la même époque, vous faites une campagne de publicité et juste à côté de l'article, on va voir émerger la publicité, vous, à côté de l'article qui parle de vous. Et donc, on reçoit une plainte et on a traité la plainte. Et dans la plainte, en fait, on a conclu qu'en fait, il n'y avait pas de lien entre les deux. La génération de publicité était automatisée, l'espace était séparé, et le jour suivant, c'était une autre publicité qui était venue. Le jour, voilà. Et donc ça tournait, elle n'était pas inscrite là. Et donc ce qu'on a conclu, c'est qu'on a juste demandé aux médias de renforcer l'espace. De remettre une ligne ou de renforcer le visuel distinctif entre la publicité mais en l'occurrence, c'était pas fautif. En première vue, on aurait pu dire que c'était fautif, mais en analysant, on ne voit pas que c'est fautif. Et c'est exactement la même chose pour les autres. Alors, par ailleurs aussi, il faut savoir que les sites de paris sportifs eux-mêmes aujourd'hui développent des plateformes d'information. Et donc, je pense à Circus et Circus Daily. Circus Daily, c'est le nom d'une marque média maintenant, d'une plateforme info. C'est plus le nom complet de la marque de jeux sportifs. Et donc, on doit être prudent et nuancé. Et donc, mais les règles de base restent les mêmes. Les règles de base restent les mêmes. Distinction. Le journaliste lui-même ne peut pas faire la publicité. Il ne peut pas inverser les rôles, il ne peut pas doubler les rôles, il ne peut pas avoir de conflit d'intérêt et il ne peut pas avoir non plus d'intérêt propre parce que dans la question qui était posée, c'est aussi le bénéfice des paris sportifs. C'est comme les arbitres qui... Là, c'est différent, évidemment, les arbitres qui parient sportivement, ça pose un problème. Mais un journaliste, voilà, les journalistes qui ont des conflits d'intérêts, qui auraient, par exemple, qui ont connaissance d'éléments financiers ou autres, voilà, ils sont tenus aussi par la déontologie. Ces pressions ne sont pas abstraites, elles ont un visage, un nom, un compte X avec des centaines de milliers d'abonnés. Le cas de Sacha Tavolieri illustre mieux que n'importe quel discours théorique ce que cette hybridation produit concrètement dans le paysage médiatique belge. J'en ai parlé directement avec ceux qui le côtoient ou l'observent. Le cas
Tavolieri et les insiders mercato. Sacha Tavolieri. Ce nom, les fans de football belge le connaissent très bien. Spécialiste mercato, il est l'un des premiers à annoncer les transferts en Belgique. Souvent avant les médias, mais qui est-il vraiment ? Journaliste, influenceur, insider, je pense que lui-même se définit comme un divertisseur. Et c'est précisément cette ambiguïté qui est au cœur de notre sujet. Comment les professionnels du secteur perçoivent-ils ce type de profil ? Kevin Sauvage, lui, a eu un avis assez tranché par rapport à ça. Sacha Tavolieri, qui est aujourd'hui une référence qui est assez incontournable dans le mercato belge, et même, voire même international, y compris sur des sujets qui concernent le standard. Comment le percevez-vous ? Est-ce un concurrent, un confrère ou quelqu'un qui est assez difficile à catégoriser ? Et plus largement, pensez-vous que ce type d'acteur exerce réellement un rôle de journaliste ? Alors non, pour la dernière question, non, clairement pas. C'est un influenceur. Pour moi, c'est pas un journaliste. C'est un influenceur qui n'a pas de garde-fou, justement. Donc voilà, c'est-à-dire que on l'a expérimenté à maintes et maintes reprises, des informations publiées qui ne sont pas bonnes, mais d'autres qui sont bonnes et qui font le boulot. Donc je respecte chacun travaille comme il veut. Je ne me considère pas comme un concurrent. Mes concurrents, ils sont à l'ADH, ils sont à la RTBF, ils sont ailleurs. Et je suis très content quand quelqu'un a une information sur les réseaux et je me dis pas mince, je l'ai pas eu. Voilà, c'est le jeu, on peut pas tout avoir. Maintenant, voilà, moi je le répète, j'ai un processus avant de sortir une information ou un article qui doit être validé, triple-checké. Au niveau, ne serait-ce que de la charte orthographique aussi, c'est très important. Je peux pas me permettre de sortir un tweet avec 3 fautes d'orthographe dedans. Si on est journaliste, voilà, c'est juste pas possible. Donc voilà, maintenant il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Comme je le disais, les influenceurs des réseaux, ça pullule. Avant, ça n'existait pas. C'est devenu aussi une niche. Je parlais de niche. C'est devenu aussi une niche, un métier, et qu'il faut savoir respecter aussi. Et avec lesquels il faut compter. Maintenant, voilà, moi je le répète, je ne fais pas le même travail. Lors de l'épisode avec Muriel Hanot, je lui avais posé une question sur les insiders, notamment sur Fabrizio Romano, l'un des influenceurs les plus connus dans le monde du football, voire même le plus connu. Scoop sur les cas des transferts, par exemple. Il y a Fabrizio Romano sur Twitter qui existe. Quel est le standard de vérification exigé par la CDJ concernant les informations publiées sur les réseaux sociaux qui sont souvent relayées sans vérification par les médias traditionnels ? Alors, le principe de la vérification, il est le même quel que soit le média, quel que soit le support, quel que soit le journaliste. C'est une information. Une information doit être vérifiée et recoupée avant diffusion. Si elle n'est pas vérifiée, c'est une rumeur. La vérification, c'est plutôt à 3 qu'à 2 sources. Donc, il faut au moins 3 sources pour confirmer une information. Alors, il arrive évidemment que les journalistes ne donnent pas la source, mais que néanmoins l'information est quand même vérifiée. Donc ce n'est pas parce que nécessairement, par exemple, si quelqu'un reprend une source, reprend un tweet dans un média classique, à tous les coups l'information aura sans doute été recoupée à plusieurs, au moins un deuxième point de vue. Mais les règles sont les mêmes, et donc une information qui n'est pas recoupée, c'est une rumeur. Et donc, ce n'est pas déontologique. Mais par contre, si on reprend une rumeur en donnant selon machin truc, voilà cela, il faut mesurer les conséquences. Alors, on donne la source, on donne l'info, mais il faut préciser alors que ça n'a pas pu être vérifié et il faut mesurer les conséquences de l'information qui est donnée sur le public, sur les personnes qui sont citées, sur la source et sur la société, parce que ça a des incidences. Donc voilà, pour une source officielle, on lui fera plutôt confiance, mais ça c'est la règle aussi. Une source officielle, on lui fera plutôt confiance,
mais la question de la fiabilité impose d'être prudent et de prendre des distances. C'est souvent ce qu'on voit sur les réseaux, notamment sur X, où ce genre d'influenceurs, ils postent ce genre d'informations sans mettre de source, et souvent on les croit sans forcément voir les sources qu'il y a derrière. Oui, et souvent, j'imagine que c'est pas peut-être réellement sourcé, et c'est tout le danger, parce que si tous les journalistes se mettent à faire ça, demain il y a plus aucune confiance dans l'information, et c'est le vrai danger, c'est le vrai danger de ce qui se passe, parce que ça donne à penser que les informations sont vraies sans être nécessairement vérifiées. Et alors que le travail journalistique demande la vérification. Et c'est tout l'enjeu du conseil de déontologie, de se faire entendre de ces influenceurs pour qu'ils comprennent que dès lors qu'ils veulent faire un métier de journaliste, et rien n'interdit qu'ils le fassent, rien n'interdit qu'ils fassent du journalisme, mais s'ils font du journalisme, ils doivent accepter que c'est un métier qui engage des responsabilités, et que parce qu'ils sont responsables, ils doivent respecter le code de déontologie. Le cas Tavolieri n'est pas isolé. Il est le symptôme d'une transformation plus profonde du journalisme sportif, accélérée par l'explosion de TikTok, Twitch et des créateurs de contenu. Face à cette évolution, les professionnels que j'ai rencontrés ont des visions différentes de ce que devrait être l'avenir du métier. Et leurs réponses sont parfois surprenantes. Quel avenir pour le journalisme sportif ? Dernière question, et peut-être la plus importante, quel est l'avenir pour le journalisme sportif dans un monde où TikTok, Twitch et les créateurs de contenu grignotent chaque jour un peu plus l'espace médiatique traditionnel ? Faut-il adopter les codes pour survivre, ou au contraire affirmer avec force ce qui distingue le journalisme d'influence ? Nos 4 intervenants ont des visions parfois convergentes, parfois radicalement différentes sur ce sujet. À vous de vous faire votre propre opinion. Commençons d'abord avec Christine Schrader. Avec l'expérience qui est la vôtre, quel est selon vous le piège principal dans lequel les jeunes journalistes de la génération 360 ne doivent pas tomber en cherchant à exister sur les réseaux sociaux ? Je pense qu'on revient au fondement. En ouverture, là, notre discussion, j'en ai parlé, c'est que c'est l'événement qui fait c'est le sport qui fait l'événement. Et la compétition, ou la rencontre, quel que soit le sport tout confondu, c'est pas la personne qui va en témoigner. Je veux dire, au final, tu seras peut-être triste si tu as ton match de foot sans commentaire, mais au moins tu le verras, et ça pour toi c'est l'essentiel, ou pour tout le monde c'est l'essentiel. Et donc notre objectif est de la raison d'être de notre métier est d'agrémenter au maximum le programme sportif, de le rendre le plus plaisant, mais informatif aussi. Et donc pour les plus jeunes qui veulent exercer ce métier, c'est un métier compliqué, concurrentiel, avec l'envie pour beaucoup de le faire, et donc ça peut sembler naturel de se dire que vais-je faire de différent pour exister, pour me différencier, même si je trouve que finalement ceux à qui on ouvre les portes du métier sont souvent pas très innovants et pas très créatifs. Alors je m'explique, c'est plus dans la manière de relater et de raconter les choses. On a encore beaucoup de répétitions de ce qu'ils ont entendu depuis tout jeune, mais peut-être que c'est moi qui fais fausse route quand je dis ça, et peut-être que c'est normal et que c'est ce qui est attendu. Je trouve qu'on peut réfléchir un peu plus à comment faire les choses et ne pas s'installer dans une forme de confort et de facilité. Passons du côté de Benoît Delhauteur avec une question plus centrée sur les réseaux sociaux. Selon vous, les principaux avantages que les réseaux apportent par rapport au journalisme sportif, et quels sont les risques majeurs pour le métier au long terme ? Alors, les avantages, c'est que on fait face à une audience, les amateurs de sport, c'est une audience extrêmement engagée. Et donc,
les réseaux sociaux et le digital sont des vecteurs forts parce qu'on peut y développer de l'interactivité et avoir un engagement très fort parce que l'audience est avide de ça. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ces plateformes-là. Les risques, c'est évidemment que les algorithmes enferment nos publics dans des bulles. Et à ce titre, nous, on doit aussi dialoguer avec nos publics sur nos propres plateformes pour éviter ce risque d'enfermement des publics dans la bulle et de division des gens. Et dernière question, avez-vous déjà dû intervenir auprès d'un ou d'une journaliste par rapport à une polémique qui a été soulevée à cause d'une publication ? Alors, intervenir pas en tant que tel, dans ce cas-là, c'est plutôt de la discussion. Évidemment, c'est arrivé de dire est-ce qu'on publie une info ou pas, quelle est la fiabilité de la source, est-ce que si c'est une source anonyme, est-ce qu'elle est suffisamment anonymisée pour être sûr qu'on ne la reconnaisse pas, est-ce que c'est le bon moment de sortir cette information, quel est l'impact de cette information si on la sort. C'est toutes des questions qu'on se pose en échange avec la rédaction et c'est ça en fait, ça montre à quel point on applique cette valeur de fiabilité, donc c'est des choses tout à fait saines qui se passent dans toute rédaction, qu'elle soit d'information ou d'information sportive. Ensuite, Muriel Hanot, par rapport à cette fusion de journalistes sportifs et influenceurs. D'un point de vue déontologique, c'est le mélange de genre entre journalistes sportifs et influenceurs. Est-il une révolution que le CDJ doit-il accompagner ou plutôt une menace qu'il doit réguler plus sévèrement? Non, accompagner toujours. Le CDJ, c'est pas un régulateur, c'est un autorégulateur. Et donc, comme je le dis toujours, en autorégulation, on fonctionne avec tout le monde. On fonctionne pas contre. Fonctionner contre, ce serait exclure. Et exclure reviendrait finalement à Censurer? En tout cas, à faire en sorte qu'il y ait un monde parallèle où on ne respecte pas les règles de déontologie. L'objectif, c'est de faire en sorte que le journalisme dans son ensemble gagne en qualité déontologique. Et donc, ça se fait avec tout le monde, en ce compris avec les moins bons actuels, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les règles. C'est plus intéressant d'avoir ceux qui ne respectent pas les règles que d'avoir ceux qui respectent les règles. Parce que progresser, grandir, faire que la déontologie soit mieux respectée, c'est prendre tout le monde ensemble pour progresser tous ensemble. Et donc, il n'y a pas de bon et de mauvais en déontologie. Il y a tous les acteurs à encadrer, à aider, à supporter au sens de supporter, hein. Et c'est ça qui fait que demain la confiance du public dans l'information, elle restera, elle gagnera en importance et finalement que la profession journalistique redorera son blason. Et passons au dernier avec Kevin Sauvage, par rapport à son avis sur l'avenir de la presse écrite. À l'explosion de Twitch, TikTok et ses créateurs de contenu sportif, quel avenir voyez-vous pour le journaliste sportif de la presse écrite? Faut-il, selon vous, adopter de nouveaux codes numériques pour survivre, mais à quel prix déontologique? Bien sûr qu'il faut adapter. On s'adapte tout le temps. Comme je le disais, le métier n'est plus le même aujourd'hui qu'il l'était il y a un an, même 3 ans, il y a 15 ans, même un an. Et ce sera différent demain. Nous, on se renouvelle en permanence. Je l'ai dit, l'intelligence artificielle va aider énormément aussi. Il y a beaucoup plus de formats vidéo, de contenu vidéo qu'il n'y avait auparavant. Donc oui, il faut se réinventer, mais effectivement, tout en gardant cette forme allez, c'est pas une forme, cette objectivité, ce regard critique, voilà, c'est ça que je cherchais, et ne pas tomber dans le populisme, dans le tout de suite, parce que c'est là qu'on fait des erreurs, c'est là qu'on crée des soucis, et on peut perturber aussi le fidèle lecteur, ou le fidèle auditeur, ou le fidèle suiveur, c'est comme on veut, parce qu'on n'est plus en phase avec la ligne éditoriale qui est quand même à la base d'avoir chez nous, d'avoir une certaine proximité avec l'internaute qui nous suit, le lecteur qui reçoit son journal ou l'auditeur qui nous écoute en podcast ou celui qui regarde nos vidéos. Donc oui, il faut savoir vivre avec son temps, créer de nouveaux formats aussi,
Moi, j'avais créé un format au cœur des Rouges, le MAG, qui avait pas mal fonctionné, qu'on aimerait d'ailleurs relancer, parce qu'encore une fois, je sais que les gens aiment ce qui se passe à l'intérieur. Et en tant que fan de sport, j'aime aussi ce qui se passe à l'intérieur, savoir un petit peu, découvrir un peu les coulisses. Donc voilà, c'est se réinventer en permanence, mais en gardant les codes qui nous ont été inculqués par notre formation de journaliste. Pas oublier qu'on est journaliste à la base, on n'est pas influenceur, on n'est pas animateur, enfin certains le sont, animateurs aussi, hein, on se comprend bien, mais on n'est pas influenceur, on n'est pas... voilà, on doit rester journaliste avant tout, mais surtout évoluer tous les jours évoluer. Journaliste ou influenceur? Les deux à la fois, ni l'un ni l'autre. Après ces 4 rencontres, une chose est claire. La réponse à cette question n'est pas si simple et simple à la fois. C'est peut-être même pour ça qu'elle est si importante. Ce que Muriel Hanot, Benoît Delauteur, Kevin Sauvage et Christine Schroeder nous disent, chacun à leur manière, c'est que le journalisme sportif est à un carrefour. Et que les choix qui se font aujourd'hui dans chaque rédaction, sur chaque compte X, dans chaque partenariat accepté ou refusé, décideront le visage du journalisme de demain. Les 4 épisodes individuels de la série de l'ère du journaliste influenceur sont disponibles en intégralité sur openplaystudio.com et sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir écoutés.